Depuis mon enfance, mon grand-père me mettait en garde contre la forêt au crépuscule. Il disait toujours que rien de bon n'attendait ceux qui s'y aventuraient après le coucher du soleil. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était l'histoire qu'il répétait inlassablement, comme une prière protectrice, celle du bûcheron sans visage. Il racontait qu'un homme hantait les bois, un être silencieux qui se cachait parmi les arbres, son grand manteau sombre se confondant avec l'ombre. La seule chose qu'on percevait de lui, disait mon grand-père, c'était le bruit régulier d'une hache s'abattant sur du bois, encore et encore, dans une cadence inhumaine. Mais personne ne l'avait jamais vu de près. On apercevait seulement une silhouette encapuchonnée, toujours en mouvement, jamais immobile. Parfois, en hiver, alors que le vent faisait craquer les branches, mon grand-père me fixait d'un regard grave et murmurait « Ne t'approche jamais de la forêt après le crépuscule. Si tu entends le bruit de la hache, fais demi-tour. Et surtout, ne le regarde pas. Jamais. » Je me souviens qu'enfant, ces mots me faisaient frissonner. J'imaginais ce bûcheron dans les ténèbres, son visage caché sous sa capuche, avançant lentement entre les troncs noueux. Mais avec le temps, ces avertissements me semblèrent exagérés, des contes inventés pour éloigner les enfants de la forêt. Après tout, personne n'avait jamais prouvé son existence. Peut-être n'était-ce qu'une légende, un simple mythe pour effrayer les curieux. Mais aujourd'hui, je sais que mon grand-père disait la vérité. C'était une de ces nuits où l'air semblait plus lourd, où le silence pesait comme une menace invisible. J'avais 17 ans, malgré toutes les mises en garde de mon grand-père, ma curiosité l'avait emporté sur la peur. J'avais grandi en entendant ces histoires, mais au fond de moi, je refusais de croire qu'un être comme le bûcheron sans visage pouvait réellement exister. Alors, ce soir-là, j'ai pris ma lampe torche et je suis sorti. Dès que j'ai franchi la lisière des arbres, un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette forêt à la tombée de la nuit, une atmosphère différente, comme si l'air lui-même était plus dense, chargé d'une énergie inquiétante. Les feuilles mortes craquaient sous mes pas, et chaque bruit, aussi infime soit-il, semblait amplifié par le silence environnant. Je me suis enfoncé un peu plus loin, la lumière tremblotante de ma lampe projetant des ombres distordues sur les troncs d'arbres. Mon cœur battait vite, mais je me forçais à avancer. Ce n'était qu'une légende, rien de plus. Puis, un son a brisé l'immobilité de la nuit. Un coup sec, un bruit de métal frappant le bois. J'ai figé sur place, le souffle coupé. Un deuxième coup, plus fort. Le bruit venait de quelque part devant moi, un peu plus loin dans l'obscurité. J'ai levé ma lampe, scrutant les profondeurs de la forêt. Mon instinct me criait de partir, mais ma raison me disait qu'il n'y avait rien à craindre. Un troisième coup. Cette fois, il était plus proche. Trop proche. Je me suis mis à trembler. Il n'y avait pas de vent, pas d'animaux, rien d'autre que ce bruit. Ce bruit qui semblait se rapprocher à chaque seconde. Et c'est à cet instant que j'ai compris. Quelque chose dans cette forêt n'attendait que moi. J'ai resserré ma prise sur la lampe torche, luttant contre l'envie de faire demi-tour et de courir. Mais une part de moi refusait de croire à l'horreur qui s'insinuait dans mon esprit. Ce n'était qu'un homme, un simple bûcheron travaillant tard dans la nuit. N'est-ce pas? Un quatrième coup de hache retentit, plus fort, plus net. Le son résonna contre les arbres comme un écho sinistre. J'ai levé ma lampe, scrutant l'obscurité avec précaution. Mon souffle était court, mes doigts crispés sur le métal froid de la lampe. Puis, je l'ai vu. À une dizaine de mètres devant moi, entre les troncs noueux, une silhouette immobile se tenait debout. Grande, encapuchonnée, le corps dissimulé sous un long manteau sombre. Dans sa main, une lourde hache au reflet terne pendait mollement, comme si elle attendait d'être levée à nouveau. Mon cœur battait à une vitesse insoutenable. J'ai voulu parler, demander qui il était, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La silhouette ne bougeait pas. Elle semblait m'observer. Et puis, lentement, comme si le temps lui-même ralentissait, l'ombre a incliné légèrement la tête. La lueur de ma lampe a glissé sur son visage. Ou plutôt, là où son visage aurait dû être. Il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un vide noir, un gouffre sans fin, un abîme impossible à concevoir. Un trou obscur qui semblait avaler la lumière, un néant vivant, palpitant. Un vertige terrible m'a saisi, une nausée violente m'a noué l'estomac. Regarder ce vide me donnait l'impression d'être aspiré, comme si quelque chose d'invisible essayait de m'attirer à l'intérieur. Puis, sans un bruit, la silhouette a levé la hache. Et j'ai couru. J'ai couru comme jamais auparavant,
mes jambes déchirant les buissons, mes bras griffés par les branches. Derrière moi, le bruit de la hache s'est abattu une nouvelle fois. Plus proche, j'ai vu la lisière de la forêt. J'ai senti l'air libre. Et juste avant de franchir la dernière rangée d'arbres, j'ai osé jeter un regard en arrière. Il n'était plus là. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon corps était à l'abri, enfermé entre les murs de ma chambre, mais mon esprit était resté là-bas, quelque part entre les arbres sombres. L'image de ce vide à la place de son visage hantait mes pensées. Plus j'y réfléchissais, plus une sensation étrange s'installait en moi. Ce n'était pas qu'une illusion d'optique, ni une absence de traits, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui ne devait pas exister. J'ai voulu en parler à mon grand-père, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. Je savais ce qu'il dirait. Il me regarderait avec ce regard grave et silencieux, et il n'aurait même pas besoin de prononcer un mot pour que je comprenne. Alors, j'ai essayé d'oublier. Mais la forêt n'a pas oublié. La première nuit après mon retour, alors que je m'efforçais de trouver le sommeil, un bruit a brisé le silence. Chac! Un coup de hache. Mon corps s'est raidi instantanément. J'ai tendu l'oreille, retenant mon souffle. Peut-être avais-je imaginé ce son? Peut-être était-ce un arbre qui craquait sous le vent? Chac! Non. Cette fois, c'était plus fort. J'ai osé jeter un coup d'œil par la fenêtre. La lune projetait une lumière pâle sur la cour et le chemin menant à la forêt. Il n'y avait rien. Seulement le vent soulevant doucement les feuilles mortes. J'ai refermé les rideaux, mon cœur battant la chamade. La nuit suivante, le bruit est revenu. Et celle d'après. À chaque fois, il semblait un peu plus proche. Bientôt, ce n'était plus seulement dans la forêt. C'étaient des bruits lointains dans le jardin. Des craquements de bois. Comme si quelque chose s'approchait lentement. Puis, un soir, alors que j'étais sur le point de m'endormir, un coup de hache a retenti tout près. Juste devant ma maison. J'ai sauté du lit et me suis précipité à la fenêtre. Cette fois, je l'ai vu. Une silhouette noire se tenait immobile au bord de la cour, exactement là où la lumière de mon porche s'arrêtait, comme si elle refusait d'entrer dans l'éclairage. Le même manteau sombre, la même posture figée. Et même sans voir son visage, je savais qu'il me regardait. Un frisson glacial a parcouru mon dos. Puis, sans un bruit, il a levé sa hache. J'ai reculé précipitamment, tiré les rideaux et me suis enfermé à double tour dans ma chambre. Ce soir-là, je n'ai pas dormi du tout. Et au matin, sur le seuil de ma porte, il y avait quelque chose. Un morceau de bois fendu en deux, encore frais, avec l'odeur âcre du fer rouillé. Quand j'ai trouvé ce morceau de bois fendu sur mon seuil, mes mains ont tremblé en le ramassant. Il était encore humide, comme s'il venait d'être coupé. L'odeur de rouille était si forte qu'elle m'a donné la nausée. Mon grand-père m'a vu figé devant la porte et s'est approché lentement. Quand il a baissé les yeux vers le morceau de bois, son visage s'est vidé de toute couleur. Il a tendu la main, l'a touché du bout des doigts, puis il a murmuré d'une voix rauque. « Il sait que tu l'as vu. » Son regard s'est levé vers moi, dur et inquiet. Je voulais lui poser 1000 questions, lui demander qui était cette chose, pourquoi elle me poursuivait, mais il a simplement secoué la tête. « Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, si un jour il frappe à ta porte, tu ne dois jamais ouvrir. Jamais. » Je voulais lui répondre que je ne le ferais pas, que je n'étais pas stupide. Mais la peur dans ses yeux m'a coupé le souffle. Il savait quelque chose que je ne savais pas. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, recroquevillé dans mon lit, le morceau de bois posé sur ma table de chevet comme un avertissement silencieux. Le vent soufflait contre les volets. Chaque craquement me faisait sursauter. Puis, chaque, mon sang s'est glacé. Chaque, les coups de hache. Cette fois, il n'était pas dans la forêt, ni dans le jardin. Il venait du perron. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai serré les draps entre mes doigts, osant à peine respirer. Puis, un nouveau son a brisé le silence. 3 coups, distincts, contre ma porte. Je me suis redressé d'un bond, la gorge nouée par la terreur. Mon grand-père m'avait prévenu. Ne jamais ouvrir. Je suis resté figé, les yeux rivés sur la porte de ma chambre, priant pour que ce soit mon imagination. Mais le silence était encore plus oppressant que les coups. Et puis, lentement, quelque chose s'est glissé sous la porte d'entrée. Une fine ligne d'ombre, comme si une présence noire s'étirait, s'insinuant à l'intérieur de la maison. Je me suis recroquevillé dans mon lit, fermant les yeux avec force, priant pour que ça parte. Le silence a duré des heures. Puis, chac, le bruit s'est éloigné. Au petit matin, la marque du tranchant d'une hache était gravée dans le bois de ma porte.
Depuis ce jour, je vis avec cette peur constante, parce que je sais qu'un jour, il reviendra, et que cette fois, il frappera plus fort. Depuis mon enfance, j'avais entendu parler de ce raccourci. Une route ancienne, sinueuse, coupant à travers la forêt dense, abandonnée depuis des décennies. On disait qu'elle était hantée. Les histoires variaient selon les personnes qui les racontaient, mais tout tournait autour du même événement tragique. Il y avait longtemps, un bûcheron avait été assassiné là, son corps retrouvé en morceaux, le visage méconnaissable, son sang imprégnant la terre. Certains disaient qu'il avait été trahi par ses propres camarades, d'autres parlaient d'une bête tapie dans l'ombre, une créature qui rôdait entre les troncs noueux, affamée de chair humaine. Mais ce qui mettait tout le monde d'accord, c'était que, la nuit, il valait mieux éviter cet endroit. Les rares personnes qui s'y aventuraient racontaient des choses étranges. Des bruits de pas résonnant derrière eux alors qu'ils étaient seuls, des ombres mouvantes entre les arbres, et surtout cette odeur caractéristique de bois brûlé, toujours présente, même après la pluie. Certains disaient avoir vu une silhouette au loin, immobile, tenant un objet brillant dans la main. Mais personne n'avait jamais eu le courage de s'approcher. Ce soir-là, je n'avais pas vraiment le choix. Je rentrais d'un voyage, et prendre cette route me permettrait de gagner près d'une heure sur mon trajet. Il faisait déjà nuit, la fatigue commençait à peser sur mes paupières, et l'idée de rentrer plus vite me semblait bien plus raisonnable que de faire un long détour. J'ai hésité un instant en tournant sur la route étroite, envahie par des branches tordues qui formaient un tunnel naturel au-dessus de moi. Les phares de ma voiture perçaient difficilement l'obscurité épaisse, projetant des ombres étranges sur les troncs des arbres. Je me suis forcé à sourire. Après tout, ce n'étaient que des histoires, rien d'autre que des contes exagérés pour effrayer les gamins du coin. Mais à ce moment-là, une pensée fugace m'a traversé l'esprit. Et si ces histoires étaient vraies? Le silence était pesant. Seul le moteur de ma voiture et le froissement lointain du vent dans les arbres troublaient la nuit. Je serrais le volant un peu plus fort, les yeux fixés sur la route étroite, essayant d'ignorer la sensation désagréable qui montait en moi. Puis, sans prévenir, la voiture a brusquement penché sur le côté. Un choc sec, suivi d'un bruit de frottement métallique. Le cœur battant, j'ai freiné et coupé le moteur. Un pneu crevé. Parfait. Je suis resté assis un moment, tentant d'évaluer la situation. Aucun signal sur mon téléphone. Évidemment, je n'avais pas croisé une seule voiture depuis que j'avais pris ce fichu raccourci, et l'idée de rester coincé ici, au beau milieu de cette route que personne ne voulait emprunter la nuit, n'avait rien de rassurant. Prenant une profonde inspiration, j'ai attrapé la lampe torche dans la boîte à gants et suis sorti. L'air était plus froid que je ne l'avais imaginé. Trop froid pour un soir d'été. Un frisson a parcouru mon dos. Le silence m'a frappé d'un coup. Ce n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était un vide total, une absence oppressante. Pas de grillons, pas de bruissement de feuilles, rien. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Et puis, il y a eu cette odeur. Un parfum épais et âcre, flottant dans l'air immobile. Du bois brûlé. Pas l'odeur familière et rassurante d'un feu de cheminée, non. Quelque chose de plus ancien, de plus amer, comme si la terre elle-même avait été calcinée. J'ai pointé ma lampe torche sur le pneu avant gauche. Complètement à plat. Soupirant, j'ai ouvert le coffre pour récupérer la roue de secours. C'est là que j'ai entendu le premier bruit. Un froissement. Un pas. Je me suis figé. L'air s'est glacé dans mes poumons. Puis, un autre bruit. Plus distinct. Lent. Un pas traînant sur l'asphalte. Je me suis retourné brusquement, mes yeux cherchant frénétiquement dans l'obscurité. Le faisceau de la lampe torche se balançait à droite et à gauche, mais il n'y avait rien. L'air était lourd, la sensation d'être observé me paralysait. Je n'arrivais pas à localiser la source de ce bruit, mais il était là. Quelque chose, ou quelqu'un, s'approchait. Le bruit de pas continuait. Lentement, irrégulièrement, comme une démarche boiteuse. Chaque pas résonnait sur l'asphalte vide, brisant le silence oppressant de la forêt autour de moi. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je voulais courir, mais mes jambes semblaient figées par une terreur sourde. Puis, soudain, un éclat dans l'obscurité m'a fait sursauter. Dans le rétroviseur, une silhouette. Je n'ai pas pu en détacher mon regard. Un homme, ou plutôt une forme humaine, se tenait là, à une vingtaine de mètres derrière moi. Ses contours étaient flous, presque comme une ombre, mais je pouvais distinguer une silhouette massive, une silhouette qui semblait presque se fondre dans la noirceur. Il tenait quelque chose. Un objet lourd, brillant sous la lumière tremblante de ma torche.
Un machette, ensanglanté, luisant d'une lueur sinistre. Le métal brillant contrastait avec la pénombre, et une sensation glacée s'installa dans mes entrailles. Il était immobile, là, dans l'obscurité. Ses yeux, bien que cachés dans l'ombre, semblaient fixés sur moi. Je pouvais sentir son regard perçant, comme s'il me dévisageait avec une intensité étrange. Un frisson incontrôlable m'a parcouru l'échine. Il ne bougeait pas. Il attendait. Je n'ai pas réfléchi une seconde de plus. Mes jambes ont réagi avant que mon esprit n'ait le temps de saisir la situation. Sans réfléchir, j'ai lâché la lampe torche, laissant la lumière vaciller avant de courir en direction de la forêt. Le bruit des pas traînants ne cessait pas. Il suivait chaque mouvement que je faisais, sans effort, comme s'il me connaissait déjà, comme s'il savait exactement où j'allais. Je me suis précipité dans la forêt, mes pieds heurtant les racines et les pierres qui jonchaient le sol, la respiration saccadée, les bras battant l'air comme pour m'échapper de l'emprise de cette terreur intangible. Le bruit des pas derrière moi ne cessait pas, il se rapprochait, lourd, traînant, résonnant de plus en plus fort. C'était comme si la silhouette était à mes trousses, m'enserrant, ne me laissant aucune chance d'échapper. Les arbres, qui semblaient me protéger au départ, sont devenus des obstacles. Les branches se sont accrochées à mes vêtements, me ralentissant, me forçant à lutter contre chaque mouvement. Le vent était maintenant plus fort, emportant des feuilles sèches et des morceaux de bois qui frappaient mes jambes. Mais je n'entendais plus rien d'autre que ces pas. Ils étaient partout, parfois derrière moi, parfois à côté de moi. Comme si la forêt elle-même était vivante, guidée par cette présence. Le froid mordait ma peau. Mais ce n'était pas la température qui me paralysait, c'était cette sensation croissante que quelque chose, ou quelqu'un, me regardait, me suivait de très près. Je pouvais presque l'entendre respirer. Un souffle lourd, régulier, comme une exhalation glacée effleurant ma nuque. Je n'ai pas osé me retourner. Je n'ai pas voulu voir. Parce qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste un homme. Il y avait quelque chose de plus dans cette silhouette. Quelque chose d'ancien, de terrifiant, qui ne devrait pas exister dans ce monde. Soudain, mes pieds se sont pris dans une racine, et je suis tombé face contre terre. Le choc a été brutal, m'arrachant un cri étouffé. Avant même que je puisse me redresser, j'ai entendu les pas s'approcher, leur rythme effrayant se synchronisant avec le battement de mon cœur. Je me suis relevé précipitamment, les jambes tremblantes, et j'ai repris ma course. Mais l'épuisement commençait à m'atteindre, mes muscles hurlaient de douleur, et je savais que je n'allais pas tenir longtemps. La lumière de la lampe torche, maintenant éteinte, m'avait abandonné dans la nuit noire. Seule la clarté lunaire perçait à peine entre les arbres, mais elle ne suffisait pas à m'aider à trouver mon chemin. Et ces pas, toujours là. J'étais à bout de souffle, mes jambes me lâchaient à chaque pas, et l'épuisement se faisait de plus en plus lourd. Le froid m'engourdissait, mes pensées devenaient floues, mais je continuais à courir, comme poussé par une force invisible. Je n'avais aucune idée de la direction que je prenais, je me contentais de foncer à travers les buissons, espérant échapper à la silhouette derrière moi. Mais les bruits de pas n'arrêtaient pas, et leur rythme semblait se rapprocher à chaque seconde. Au bout d'un moment, le sol sous mes pieds a changé. L'herbe dense a laissé place à un sol plus dur, plus rocailleux, comme si j'avais quitté le cœur de la forêt pour entrer dans une clairière. Je me suis arrêté, haletant, cherchant désespérément à retrouver mon souffle. Un silence inquiétant m'entoura alors, mais ce silence n'était pas rassurant. C'était un silence lourd, presque palpable, comme si quelque chose attendait, tapi dans l'ombre. Je me suis tourné lentement, un frisson courant sur ma peau, m'attendant à voir cette silhouette derrière moi. Mais il n'y avait rien. Rien sauf l'obscurité, qui semblait se déployer devant moi, s'étendant comme une mer noire. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement me semblant plus lourd que le précédent. Pourtant, je n'osais pas bouger, comme si, dans cette immensité de noirceur, il attendait le moment parfait pour frapper. Et c'est alors que je l'ai entendu. Un souffle froid et rauque, juste derrière moi. Je n'avais pas le courage de me retourner, mais je savais. Je savais que quelque chose, ou quelqu'un, était tout près. Le souffle, maintenant plus proche, caressait ma peau comme une brise glacée. Puis, dans une voix grave, presque un murmure, une phrase m'est parvenue, sifflante. Tu as pris le mauvais chemin. Le monde entier s'est figé. Le temps a semblé se suspendre, et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je savais que ce n'était pas simplement une menace. C'était une vérité.
Une vérité effrayante qui me glaçait jusqu'aux os. J'avais été piégé depuis le début. La forêt, le chemin, le bûcheron, tout cela faisait partie de quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Et moi, je n'avais rien vu venir. Je n'ai pas osé bouger, pas un muscle. Je savais qu'à ce moment précis, je n'étais plus qu'un simple témoin dans cette histoire macabre. Une victime du mauvais choix. Cela faisait des heures que nous marchions dans cette forêt dense, loin de toute civilisation. Nous étions 4, un petit groupe d'amis avides d'exploration et de frissons. L'idée nous était venue un soir, autour d'un feu de camp. Et si nous nous aventurions plus loin que d'habitude, là où personne ne va jamais, l'excitation du mystère l'avait emporté sur la prudence, et nous étions partis à l'aube, équipés de lampes, de couteaux de survie et d'un peu de nourriture. L'atmosphère de la forêt avait changé au fil du temps. Au début, tout semblait normal. Des oiseaux chantaient, le vent soufflait doucement à travers les branches, et le sol était jonché de feuilles mortes. Mais après un moment, nous avions remarqué un silence anormal. Plus aucun chant d'oiseau, plus aucun bruissement d'animal. Comme si la nature elle-même retenait son souffle. C'est à ce moment-là que nous l'avons vue. Dissimulée entre les arbres tordus et recouverte de mousse, une cabane en bois noirci par le temps nous surplombait, solitaire au milieu de nulle part. Elle semblait presque organique, comme si elle était sortie du sol plutôt que d'avoir été construite. Son toit s'affaissait légèrement sur un côté, et l'une de ses fenêtres, brisée, formait une sorte d'œil vide qui nous observait. « Regardez ça !» souffla Léo, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans cette cabane me mettait mal à l'aise. L'air semblait plus lourd autour d'elle, plus épais, comme chargé d'une présence invisible. Pourtant, malgré ce malaise grandissant, nous avons avancé. Peut-être par pure curiosité, ou peut-être parce que, à cet instant précis, aucun de nous n'osait être le premier à reculer. La porte en bois semblait avoir été forcée à de nombreuses reprises. Elle tenait encore debout, mais son battant était entrouvert, comme si elle nous invitait à entrer. Une odeur étrange s'en échappait, un mélange de moisissure, de bois humide, autre chose. Quelque chose de plus fort, de plus esséurant. Nous aurions dû partir à cet instant précis. Mais nous avons fait ce que tout imbécile fait dans les histoires d'horreur, nous avons franchi le seuil. Dès que nous avons mis un pied à l'intérieur, une odeur pestilentielle nous a frappés de plein fouet. Un mélange suffocant de bois pourri, d'humidité stagnante et d'autres choses, quelque chose de plus âcre, de plus esséurant, qui nous a immédiatement donné la nausée. J'ai levé ma lampe frontale et balayé l'intérieur de la cabane. Les murs en bois, autrefois lisses, étaient profondément striés de griffures. Certaines semblaient anciennes, comme si elles avaient été faites il y a des décennies, tandis que d'autres paraissaient plus récentes. J'ai lentement tendu la main et passé mes doigts sur l'une d'elles. La marque était si profonde qu'un ongle ou une simple lame n'aurait pas pu l'entamer ainsi. « Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ?» murmura Camille derrière moi. Personne ne répondit. Nous avancions avec précaution, évitant les trous dans le sol vermoulu. Au centre de la pièce principale, il y avait une table bancale, couverte d'un tissu noirci par le temps. Des chaises renversées gisaient autour, comme si un repas avait été interrompu dans la précipitation. Mais c'est en regardant vers le coin de la pièce que j'ai senti mon cœur rater un battement. Au sol, empilés dans un désordre inquiétant, se trouvaient des dizaines de haches rouillées. Certaines étaient de simples outils de bûcheron, d'autres ressemblaient à des armes, avec des lames épaisses et des manches renforcées. Certaines avaient encore des traces sombres le long du tranchant, comme si elles avaient servi à quelque chose de plus sinistre que de simples travaux forestiers. « Pourquoi il y en a autant ?» lança Léo d'une voix tendue. Personne ne répondit. Nous n'étions plus seulement mal à l'aise, nous étions terrifiés. Puis, un bruit retentit à l'extérieur. Un son sourd, métallique. Nous nous sommes tous figés. J'ai tourné la tête vers la fenêtre brisée, le souffle coupé. Quelqu'un était là. Je me suis lentement approché de la fenêtre, retenant mon souffle. Dehors, juste au bord de la clairière, une silhouette se découpait dans la pénombre. Un homme grand et massif, vêtu d'une chemise épaisse et d'un pantalon sombre, se tenait là, légèrement courbé en avant. Dans ses mains, il tenait une hache qu'il affûtait lentement avec une pierre. Chaque passage de la lame contre la pierre produisait un son strident qui me glaçait le sang. « Vous le voyez » chuchota Thomas derrière moi, la voix tremblante. Je hochai la tête sans un mot. L'homme continuait son mouvement mécanique,
comme s'il répétait un rituel précis, sans jamais tourner la tête vers nous. Pourtant, je savais qu'il était conscient de notre présence. C'était impossible autrement. Il ne bouge pas, souffla Camille. C'était vrai. Il restait là, parfaitement immobile en dehors de ses mains qui polissaient la lame. Mais il n'y avait rien de rassurant dans cette inaction. Bien au contraire. Léo fit un pas en arrière et murmura. « On sort d'ici. » Tout de suite. Il se dirigea vers la porte et posa la main sur la poignée. Mais lorsqu'il tenta de l'ouvrir, son expression changea instantanément. « Quoi ?» Il força à nouveau. Rien ne bougea. « Elle ne s'ouvre plus, » dit-il, la panique dans la voix. Je me précipitai vers lui et attrapai la poignée à mon tour. Il avait raison. La porte que nous avions franchie quelques minutes plus tôt n'existait plus. Elle semblait désormais faire partie intégrante du mur, comme si elle n'avait jamais été là. C'est pas possible. Je comprends pas. Je sentis une panique sourde monter en moi. Nous nous précipitâmes vers les fenêtres, mais elles étaient désormais fermées de l'intérieur, scellées par le bois lui-même. Je frappai de toutes mes forces contre l'une d'elles, mais elle ne bougea pas d'un millimètre. Puis, dehors, le bruit s'arrêta. Nous nous retournâmes tous en même temps vers la fenêtre. L'homme avait cessé d'aiguiser sa hache. Il se tenait maintenant droit, face à la cabane. Il avançait vers nous. Le premier coup de hache résonna contre la porte, nous arrachant un cri de stupeur. Le bruit était sourd, brutal, comme si la cabane elle-même tremblait sous l'impact. « Il faut sortir d'ici » hurla Camille, tirant désespérément sur l'une des fenêtres scellées. Je courus jusqu'au fond de la pièce, cherchant une autre issue. Il devait bien y avoir une autre porte, une trappe, n'importe quoi. Mais les murs, le sol, tout semblait différent, comme si la cabane elle-même avait changé depuis notre entrée. Les planches, auparavant disjointes et vieillies, semblaient maintenant solides, compactes, formant une barrière étouffante autour de nous. Un deuxième coup retentit, plus fort. La porte se fissura légèrement. Thomas se précipita sur la pile de haches rouillées et en ramassa une, la brandissant comme une arme. « S'il entre, on se défend. » Sa voix tremblait, et je savais qu'il n'y croyait pas lui-même. Comment lutter contre ce qui semblait inévitable? Un troisième coup, et un éclat de bois vola à travers la pièce. Nous étions piégés. Chaque issue que nous tentions se refermait avant même que nous puissions l'atteindre, comme si la cabane jouait avec nous. Puis, juste avant le quatrième coup, quelque chose changea. Le sol sous nos pieds grinça, non pas sous notre poids, mais comme s'il respirait. Les murs aussi. Le bois s'étira imperceptiblement, comme une cage vivante qui se refermait lentement. « Vous sentez ça » murmurai-je. Mais personne n'eut le temps de répondre. D'un dernier coup puissant, la porte explosa en morceaux, projetant des éclats de bois tout autour de nous. Et le bûcheron était là. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, une silhouette massive et sombre, sa hache levée dans la lumière tremblotante de nos lampes. Son visage était caché sous l'ombre de son large chapeau, mais je pouvais sentir son regard peser sur nous. Il ne bougeait pas immédiatement, comme s'il savourait l'instant. Puis, lentement, il fit un pas à l'intérieur. Le bois sous ses pieds gronda, comme s'il accueillait son maître. Autour de nous, la cabane semblait vibrer, respirer. Les murs se tordaient, les griffures le long des planches se creusaient davantage, s'élargissant comme des plaies béantes. Une sensation indescriptible me saisit, une certitude effrayante. Ce lieu était vivant. Et il nous voulait. « Reculez !» hurla Thomas, brandissant sa hache rouillée devant lui. Mais au même instant, le sol se mit à bouger sous nos pieds. J'eus l'impression que mes chaussures s'enfonçaient dans le bois, comme dans de la boue épaisse. Léo perdit l'équilibre et tomba, s'agrippant au mur, qui se déforma sous ses doigts, comme une chair pourrie qui cédait sous la pression. « C'est pas possible !» balbutia Camille, les larmes aux yeux. Le bûcheron leva lentement sa hache au-dessus de sa tête, prêt à frapper. Je voulais courir, crier, fuir, mais la cabane me retenait. Les murs s'étaient rapprochés, la pièce semblait plus petite qu'avant, comme si l'espace lui-même se refermait sur nous. J'essayai de crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Et puis, tout devint noir. La dernière chose que je ressentis fut le bois. Il m'enveloppait, se refermait autour de moi, chaud et humide, comme une gueule affamée. Puis plus rien. Le silence. Mon oncle m'a raconté cette histoire des dizaines de fois quand j'étais enfant. Une histoire qu'il répétait toujours de la même manière, avec cette voix grave et ce regard inquiet, comme s'il n'aimait pas en parler.
Il disait qu'au fond de la forêt, là où personne ne va, vit un bûcheron qui ne vieillit jamais. Il est là depuis plus d'un siècle, toujours à couper du bois, toujours seul. Ceux qui l'ont aperçu disent qu'il porte les mêmes vêtements usés, qu'il tient toujours le même vieux manche de hache entre ses mains. Mais le plus troublant, c'est son visage. Une expression figée, inaltérable, et des yeux vides. Il ne cligne jamais des yeux, m'avait murmuré mon oncle une fois. On dirait qu'il ne regarde pas vraiment, mais qu'il voit tout. Je me souviens du jour où il me montra une photo jaunie, prise il y avait bien plus de 100 ans. Un groupe de bûcherons posait devant des troncs fraîchement coupés. Ils avaient tous des visages rieurs, fatigués, sales, tous, sauf un. Sur le bord de l'image, légèrement en retrait, un homme se tenait debout, le regard perdu au loin. Il ne souriait pas, il ne semblait même pas appartenir à la scène. Ses traits étaient marqués, mais inexpressifs. Ses vêtements étaient sombres, élimés. Et dans sa main, une hache, identique à celle que mon oncle décrivait toujours dans son histoire. « Regarde bien », m'avait-il dit en tapotant l'image du doigt. Cette photo a été prise en 1893. Tous les autres sont morts depuis longtemps. Mais lui, il est encore là. J'avais ri nerveusement, mais quelque chose dans le ton de sa voix m'avait glacé le sang. On le voit encore, tu sais, ceux qui vont trop loin dans la forêt. Je n'avais jamais oublié ces mots. Et des années plus tard, alors que je partais en camping avec des amis, je compris ce qu'il voulait dire. Nous étions 4 ce soir-là. Moi, Thomas, Julien et Lucas. Nous avions décidé de camper au cœur de la forêt, loin des sentiers habituels, là où personne ne viendrait nous déranger. Nous avions marché pendant des heures avant de trouver l'endroit parfait. Une petite clairière entourée d'arbres immenses, avec juste assez d'espace pour planter nos tentes et allumer un feu. La nuit était tombée depuis longtemps quand nous nous sommes installés autour des flammes vacillantes, échangeant des histoires et riant de tout et de rien. Mais au fond de moi, quelque chose me troublait. Depuis notre arrivée, j'avais une sensation étrange, comme si nous n'étions pas seuls. Il y avait ce silence oppressant, cette absence totale de bruit d'animaux, comme si la forêt retenait son souffle. Et puis, il y avait cette sensation d'être observé, une impression furtive mais persistante qui me faisait frissonner. Aux alentours de minuit, alors que nous finissions notre dernière bière, un son brisa le silence. Tchac! Un coup sec, résonnant à travers les arbres. Nous nous sommes tous tus, échangeant des regards interrogateurs. Tchac! Un deuxième coup, plus net, plus proche. Quelqu'un coupe du bois, murmura Lucas, en fronçant les sourcils. Personne ne répondit. Je sentais mon cœur battre plus vite dans ma poitrine. Tchac! Le bruit venait d'une clairière voisine, à peine dissimulée par les troncs épais. Lentement, sans dire un mot, je me suis levé. Les autres m'ont regardé, hésitant, puis Thomas s'est levé à son tour. « Viens, on va voir », m'a-t-il soufflé. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Une part de moi voulait faire demi-tour, mais mes jambes avançaient toutes seules. Nous avons contourné les arbres à pas lents, et lorsque nous avons enfin aperçu la clairière, mon sang s'est glacé. Une silhouette se tenait là, son dos tourné vers nous. Grande, immobile. Dans ses mains, une hache levée haut dans les airs. Puis, lentement, il a abattu sur un tronc couché devant lui. Tchac! J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. Parce que même à cette distance, même dans l'ombre vacillante des arbres, je reconnaissais cette silhouette. Elle était identique à celle de la photo que mon oncle m'avait montrée. Mon cœur s'emballa. Chaque fibre de mon corps me criait de fuir, de ne pas rester là, mais j'étais incapable de bouger. J'avais l'impression que mes pieds s'étaient ancrés dans le sol, comme si la forêt elle-même me retenait. Thomas, à côté de moi, semblait figé aussi, son souffle court, ses yeux écarquillés de terreur. L'homme continua à couper du bois, imperturbable. Le même geste, précis, mécanique. Tchac! Un morceau de tronc roula sur le sol moussu. Tchac! Il fendait le bois avec une lenteur étrange, comme s'il savourait chaque mouvement. Puis, sans prévenir, il s'arrêta net. Pendant un instant, seul le vent agita les feuilles au-dessus de nous. Puis, lentement, il tourna la tête de côté. Pas complètement. Juste assez pour que je puisse voir l'angle de sa mâchoire, la pâleur de sa peau et ses yeux. Vide. Un regard creux, sans vie, sans expression. Il nous voyait. Il savait que nous étions là. Et pourtant, il ne bougea pas immédiatement. Il laissa un silence pesant s'installer, un silence si dense que j'entendais mon propre pouls résonner dans mes tempes. Puis, il leva sa hache.
mais pas pour couper du bois cette fois. Il l'éleva lentement au-dessus de sa tête et tourna complètement son visage vers nous. Un grondement sourd monta du fond de ma gorge. J'essayais de parler, d'avertir Thomas, mais aucun son ne sortit. Une chape de plomb écrasait mon esprit. Mon corps entier se figea dans une torpeur glacée. Une paralysie totale. Je ne pouvais plus bouger, plus crier, plus respirer normalement. Seuls mes yeux restaient ouverts, rivés sur lui. Il abaissa sa hache d'un geste lent, la pointant droit dans notre direction. Puis, il fit un pas. Un seul. Mais c'était suffisant pour me faire sombrer dans un trou noir. La dernière chose que je vis avant que tout ne disparaisse fut son sourire. Un rictus imperceptible, presque invisible, mais terrifiant. Je me suis réveillé dans la forêt. Le sol était froid et humide, et la lumière du matin se frayait difficilement un chemin à travers les arbres sombres. Mon corps était raide, mes muscles endoloris, comme si j'avais été figé dans cette position pendant des heures. Je clignais plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre où j'étais. La brume légère me rendait tout flou. Mais une chose était évidente, je n'étais plus dans la clairière. Je n'étais plus près du camp non plus. Autour de moi, il n'y avait que des troncs d'arbres massifs, noirs et tordus. Un silence oppressant pesait sur l'air, plus lourd encore que la nuit dernière. Je tentai de me lever, mais mon corps protesta. Mes jambes étaient molles, comme si elles ne savaient plus comment se soutenir. Mais finalement, je me redressai. Je scrutai les environs, paniqué, cherchant des traces de mes amis, mais il n'y avait rien. La forêt semblait morte. Pas un bruit, pas un mouvement. Rien qui vienne troubler la tranquillité glaciale qui régnait. Je tentais de me rappeler ce qui s'était passé, mais mes souvenirs étaient flous, brisés. Il y avait des fragments, des flashs. Le bûcheron, sa hache, ses yeux vides, et cette paralysie étrange. Mais tout le reste était un vide. Je fis quelques pas, l'esprit encore confus, quand mes yeux tombèrent sur un objet posé à mes pieds. Un vieux machado. Il était là, parfaitement en évidence, son manche usé et couvert de terre. Je le pris lentement, l'examinant comme si c'était la chose la plus banale du monde. Mais en le touchant, un frisson parcourut tout mon corps. La sensation de froid qui en émanait était irréelle, comme si l'objet avait traversé des siècles de solitude et de violence. C'est alors que je vis mes mains. Elles étaient couvertes de sang. Du sang séché, noirci, incrusté sous mes ongles et sur mes paumes. Je pouvais presque sentir le poids de chaque goutte. Mon cœur rata un battement. Je regardai le machado, puis mes mains, et je compris. Je n'avais aucun souvenir d'avoir été dans un combat, d'avoir tué quelqu'un. Mais le sang, il disait tout. Mon regard se porta à l'horizon. La forêt semblait m'observer. Elle savait. Elle attendait. Et dans un frisson, je me rendis compte que le bûcheron était toujours là, dans l'ombre, et qu'il ne m'avait jamais quitté. Je suis retourné chez moi en silence, la tête pleine de questions sans réponse, mon cœur battant à un rythme irrégulier. Je n'avais parlé à personne de ce qui s'était passé, de ce que j'avais vu, de ce que j'avais fait. Je savais que personne ne me croirait. Les autres avaient disparu, et je n'avais aucune idée de ce qui leur était arrivé. J'étais seul, et chaque étape vers la maison semblait plus lourde que la précédente. Quand j'arrivai chez moi, j'étais vidé. Mes vêtements étaient trempés, sales, mes mains toujours couvertes de ce sang qui ne voulait pas partir. J'ai pris une douche froide, mais la sensation de la fraîcheur sur ma peau ne fit que souligner la chaleur étrange que je ressentais à l'intérieur. Une chaleur malveillante, comme si le bûcheron avait laissé une partie de lui en moi. Le lendemain, je ne pouvais plus ignorer l'appel de la forêt. C'était une pulsion, une urgence incontrôlable qui grandissait en moi. Je savais que je devais y retourner. Je n'avais aucune explication rationnelle pour cela, mais l'appel était trop fort. Je pouvais presque entendre le bruit du machado fendant le bois, et les images de ce sourire effrayant m'assaillaient à chaque instant. Quand je racontai tout à mon oncle, il resta un moment silencieux, son visage pâle, presque comme s'il avait vu quelque chose de pire que ce que j'avais vécu. Puis il posa une question qui me fit frissonner. « Il t'a regardé dans les yeux, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête sans pouvoir dire un mot. J'avais peur qu'il ne me croie, mais il savait. Il m'expliqua alors que ce bûcheron n'était pas simplement un homme. Il était une créature éternelle, une entité hantant la forêt depuis des siècles, pris dans un cycle sans fin, condamné à couper du bois, à vivre hors du temps. Mais ceux qui le voyaient, ceux qui faisaient face à son regard, étaient marqués pour toujours. Et, plus que tout, ils ressentaient l'obligation irrésistible de retourner dans la forêt. Je partis, un soir,
avec une volonté étrange, comme si quelque chose de plus grand que moi me poussait. La forêt m'appelait encore. Et au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne vienne à ma rencontre à nouveau. Mon père était un homme de la forêt. Depuis aussi loin que je me souvienne, il partait chaque matin avec son fidèle manteau en laine, son couteau attaché à la ceinture et son énorme hache sur l'épaule. Il disait toujours que la forêt était vivante, qu'elle respirait, et qu'elle savait qu'il la respectait et qu'il la méprisait. Quand j'étais enfant, j'adorais l'accompagner. Il me montrait comment reconnaître les arbres malades, comment entendre la direction du vent à travers les branches, et surtout, comment ne jamais me perdre. La forêt parle, disait-il, il suffit d'écouter. Mais avec les années, quelque chose avait changé en lui. Il était devenu plus silencieux, plus méfiant. Parfois, il rentrait tard, le regard perdu, les mains tremblantes. Ma mère disait que c'était la fatigue, que les années passaient et que le travail de bûcheron n'épargnait personne. Mais moi, je sentais que ce n'était pas seulement ça. Un soir, alors que nous dînions, il posa soudainement sa fourchette et fixa la table, le visage blême. Puis il murmura quelque chose que je n'oublierai jamais. Certains arbres chuchotent quand je les approche. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais mon père ne plaisantait jamais avec ce genre de choses. Son regard était fixé sur un point invisible devant lui, et ses doigts crispés sur le rebord de la table trahissaient une peur profonde. Chuchoter? Comment ça? Ai-je demandé. Il a secoué la tête, comme s'il regrettait déjà d'avoir parlé. Mais après un long silence, il a repris d'une voix rauque. Quand je marche entre les troncs, quand je me tiens près d'eux, j'entends des murmures. Il m'a regardé droit dans les yeux, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Il n'y avait pas seulement de la peur dans son expression. Il y avait autre chose. Une certitude effrayante. Ce ne sont pas les feuilles, ni le vent. C'est autre chose. Elles me supplient. Elles disent, pas moi, pas moi. J'ai ri nerveusement, essayant de détendre l'atmosphère, mais lui ne riait pas. Ma mère nous a jeté un regard inquiet et a changé de sujet, mais mon père est resté silencieux jusqu'à la fin du repas. Les jours suivants, il est rentré de plus en plus tard. Je l'entendais murmurer seul dans la cuisine, et quand je me levais pour voir ce qu'il faisait, il sursautait et me chassait d'un geste brusque. Ses traits s'étaient creusés. Il ne dormait presque plus. Puis, un soir, il est rentré encore plus pâle que d'habitude. Ses mains étaient couvertes d'éraflures, et son pantalon était déchiré, comme s'il avait couru à travers les ronces. Il a posé sa hache contre le mur sans un mot et s'est assis à la table, haletant. J'ai osé lui demander ce qui s'était passé. Il a levé des yeux remplis d'une terreur brute et a chuchoté. Aujourd'hui, une d'elles m'a appelé par mon nom. Le lendemain matin, mon père avait disparu. Sa hache n'était plus près de la porte, ses bottes avaient disparu, et son manteau ne traînait plus sur la chaise comme à son habitude. Ma mère et moi avons d'abord pensé qu'il était parti plus tôt que d'habitude pour travailler. Mais à midi, il ne rentra pas. À la tombée de la nuit, toujours rien. L'inquiétude nous a gagnés. Ma mère a essayé d'appeler son employeur, mais personne ne l'avait vu aujourd'hui. J'ai pris ma lampe torche et contre l'avis de ma mère, j'ai décidé d'aller le chercher dans la forêt. L'air était glacial et la brume s'accrochait aux branches comme des lambeaux de peau morte. Chaque pas sur le sol humide résonnait étrangement, comme si quelqu'un marchait derrière moi en imitant mon rythme. Je connaissais cette forêt par cœur, mais ce soir-là, elle me paraissait étrangère, plus grande, plus menaçante. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai atteint la clairière où mon père travaillait toujours. J'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'endroit était silencieux. Pas un oiseau, pas un bruissement de feuilles. Juste un silence oppressant, lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Puis je l'ai vu. Le manche de la hache de mon père dépassait d'un tronc épais, comme s'il l'avait planté de toutes ses forces avant de disparaître. Mais ce n'est pas cela qui m'a figé sur place. C'était la sève. Elle coulait lentement de l'entaille, d'un rouge si sombre qu'elle ressemblait à du sang coagulé. Une odeur âcre flottait dans l'air, un mélange de bois humide et de quelque chose de putride. Et alors, sous la lumière tremblante de ma lampe, j'ai remarqué les formes dans l'écorce. Des visages. Des dizaines de visages tordus, déformés, aux bouches ouvertes dans un cri muet, incrustés dans le bois comme s'ils avaient été absorbés par l'arbre. Certains semblaient humains. D'autres, pas. Une nausée brutale m'a pris à la gorge, et je me suis reculé d'un pas. C'est alors que j'ai entendu quelque chose derrière moi. Un craquement.
comme si quelqu'un s'était approché, juste assez pour que je le remarque. Je me suis retourné d'un coup, la lampe tremblant dans ma main. Rien, juste les arbres, leurs troncs noueux se découpant dans l'obscurité. Pourtant, j'avais senti une présence, quelque chose de froid et d'invisible qui me frôlait la nuque. Le silence était toujours là, oppressant, mais un autre son s'y ajouta. D'abord lointain, puis plus proche. Un bruit de hache frappant le bois. Je n'ai pas attendu. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru jusqu'à la maison, le souffle court, le cœur prêt à exploser. Derrière moi, j'entendais encore ces coups sourds résonner dans la nuit, réguliers, implacables. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À minuit, le premier coup de hache a retenti, plus proche cette fois. Puis un autre. Et encore un autre. Je suis resté assis sur mon lit, le dos collé au mur, la lampe torche serrée dans ma main moite. À chaque coup, mon estomac se tordait un peu plus. Je savais que ce n'était pas le vent, ni un animal. C'était lui, mon père, ou du moins, ce qu'il était devenu. J'ai fermé les yeux, priant pour que ça s'arrête. Mais alors que je retenais mon souffle, j'ai entendu autre chose, un murmure entre les coups de hache, porté par le vent glacial qui s'infiltrait sous la porte. Un mot, mon prénom, soufflé, chuchoté, distordu. Je voulais croire que c'était mon imagination. Mais à ce moment-là, j'ai entendu un dernier coup de hache, plus puissant que les autres, résonner juste derrière la maison. Quelque chose m'attendait dehors. Et je savais que ce n'était pas près de s'arrêter. La nuit suivante, les coups de hache ont recommencé. Toujours à minuit. Toujours plus proche. Je n'avais pas allumé la lumière cette fois. Je restais assis dans l'obscurité, les draps tirés jusqu'au menton, retenant ma respiration à chaque bruit. La maison entière semblait suspendue à ces sons, comme si elle aussi écoutait. Puis quelque chose a changé. Les coups de hache, d'abord espacés, sont devenus plus frénétiques, plus désordonnés. Le bois craquait, gémissait sous l'impact, et j'ai compris qu'il frappait les murs de la maison. J'ai sursauté en entendant une nouvelle série de coups, cette fois contre la porte d'entrée. Pas un coup sec comme un poing frappant. Non, c'était lent, pesant, comme si la lame d'une hache raclait le bois. Un silence. Puis une voix. Ouvre la porte, fils. Il est temps. C'était mon père. Mais ce n'était pas lui. La voix était brisée, comme si quelque chose l'étirait, la déformait à travers l'écorce d'un arbre. Un écho creux, suintant de quelque chose d'ancien et d'incompréhensible. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement serré ma lampe torche entre mes doigts, incapable de bouger. Une ombre passait devant la fenêtre. Ma gorge s'est serrée. J'ai d'abord cru voir une silhouette humaine, mais elle n'avait pas de forme distincte. Comme si quelque chose d'immense tentait de se comprimer dans un corps humain sans vraiment y arriver. Puis j'ai compris. Ce n'était pas mon père. C'était la forêt. Elle l'avait pris, absorbé, modelé à son image. Et maintenant, elle voulait moi aussi. Les coups de hache ont repris, plus violents, plus pressants. J'ai reculé contre le mur, tremblant. Puis, dans un dernier hurlement de bois brisé, la porte s'est ouverte d'un coup sec. Et tout est devenu noir. Il y a une vieille histoire dans ma ville, un avertissement transmis de génération en génération, comme une malédiction murmurée entre ceux qui osaient s'aventurer trop près du bois. On appelait la forêt du bûcheron, un endroit que personne n'osait traverser après la tombée de la nuit. Ce n'était pas un simple conte pour effrayer les enfants turbulents. Ceux qui avaient ignoré l'avertissement avaient tous ressenti quelque chose d'étrange là-bas. Une présence, une ombre, une menace silencieuse qui rôdait entre les arbres. La légende raconte qu'il y a très longtemps, un bûcheron vivait à la lisière de la forêt avec sa femme et leurs 3 enfants. Un homme robuste, silencieux, dont les mains étaient aussi rugueuses que l'écorce des arbres qu'il abattait chaque jour. Personne ne sait vraiment pourquoi il a perdu la raison. Certains disent que c'était la solitude, d'autres parlent d'une force maléfique tapie dans les profondeurs du bois. Ce que l'on sait, c'est qu'une nuit glaciale d'automne, quelque chose en lui s'est brisé. Il a d'abord tué sa femme, d'un seul coup de hache en plein crâne, sans un bruit, comme s'il fauchait un simple tronc. Puis, un par un, il s'est occupé de ses enfants, laissant derrière lui un carnage si horrible que même les chasseurs les plus endurcis n'ont jamais osé décrire ce qu'ils avaient vu. Quand les villageois ont découvert les corps, le bûcheron était assis devant sa maison, couvert de sang séché, un sourire béant figé sur son visage. Il tenait encore sa hache, serrée dans ses doigts noueux. Ils l'ont exécuté sur place.
On raconte que son corps a été pendu à un vieux chêne au cœur de la forêt et que personne n'a jamais retrouvé son cadavre au matin. Depuis ce jour, par les nuits de brume, des témoins affirment voir une silhouette errer entre les arbres, un spectre sombre, brandissant une hache invisible et frappant l'air avec une rage silencieuse. Les anciens du village disent qu'ils cherchent quelque chose, ou quelqu'un, et que ceux qui croisent son chemin ne reviennent jamais. Mon ami, Hugo, n'a jamais cru à ces histoires. Pour lui, ce n'était qu'une légende de village, une manière stupide d'effrayer les gamins et de donner une aura de mystère à une forêt ordinaire. Il riait quand on évoquait la silhouette sombre et les coups de hache invisibles. Il disait que les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir, que l'imagination et la peur faisaient tout le travail. Une nuit, alors que nous étions réunis chez moi, la discussion est revenue sur le sujet. Un de nos amis a mentionné qu'un chasseur avait récemment aperçu une forme indistincte entre les arbres, juste avant que la brume ne devienne anormalement épaisse. Un autre a dit que son grand-père avait juré avoir entendu un bruit sourd, comme du bois qui se fondait, alors qu'il passait près du sentier qui longe la forêt. Hugo s'est moqué de nous. Il a pris son téléphone, l'a agité sous nos yeux et a déclaré « Vous êtes tous des trouillards. Vous savez quoi? J'y vais. Tout de suite. Je vais filmer toute la forêt et je reviendrai avec une vidéo qui prouvera que ce ne sont que des conneries. » On a essayé de le raisonner. On lui a dit que ce n'était pas une bonne idée, qu'il faisait déjà nuit et que la brume commençait à se lever. Mais plus on tentait de l'arrêter, plus il semblait déterminé. Il a souri, amusé par nos visages inquiets, et a simplement répondu « Si je ne reviens pas, appelez la légende à la rescousse. » Puis, sans attendre, il a enfilé sa veste, a pris une lampe torche et a quitté la maison. Nous avons regardé par la fenêtre alors qu'il disparaissait dans la nuit, son téléphone à la main, filmant déjà son aventure. Ce devait être une simple plaisanterie. Une expédition absurde pour prouver que nous étions tous influencés par des contes idiots. Mais Hugo n'est jamais revenu. Au début, nous avons cru à une blague. Hugo aimait trop se moquer de nous pour ne pas jouer la carte du suspense. Peut-être qu'il était rentré chez lui sans rien dire, ou qu'il attendait le matin pour nous effrayer avec une histoire montée de toutes pièces. Mais quand le soleil s'est levé et qu'il ne répondait toujours pas à nos messages, l'inquiétude a commencé à nous ronger. Ses parents ont rapidement alerté la police. Une équipe de recherche a été envoyée dans la forêt dès l'après-midi, des hommes équipés de chiens et de lampes puissantes. Ils ont fouillé les sentiers, crié son nom, scruté chaque recoin du sous-bois. Rien, pas une trace de lui. Juste le silence oppressant de la forêt et cette brume qui semblait toujours flotter, même en plein jour. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'on a retrouvé quelque chose. Un garde forestier est tombé sur son téléphone, abandonné près d'un tronc déraciné, en bordure d'un sentier rarement utilisé. L'écran était fissuré, comme s'il avait été violemment jeté au sol. Il restait un peu de batterie. Assez pour voir qu'un dernier fichier vidéo avait été enregistré. Les policiers ont regardé l'enregistrement sur place, mais aucun d'eux n'a voulu nous dire ce qu'il contenait. L'un d'eux a simplement secoué la tête, l'air troublé, avant de murmurer. Ce n'est pas normal. Le téléphone a été remis aux autorités, mais une copie de la vidéo a mystérieusement circulé parmi les habitants du village. Une nuit, l'un de mes amis l'a reçu sur son téléphone et nous l'a immédiatement envoyé. Nous avons regardé ensemble, le souffle court, le cœur battant à toute vitesse. Ce que nous avons vu cette nuit-là hante encore mes cauchemars. Le vidéo commence par une vue floue, prise à travers le téléphone d'Hugo. On le voit marcher dans la forêt, un sourire narquois aux lèvres, moquant l'atmosphère pesante et la brume qui se densifiait autour de lui. Il chuchote à la caméra, ridiculisant les histoires de la vieille légende du bûcheron. La lumière de sa torche éclaire faiblement le chemin devant lui, balayant les arbres sombres et tordus. Au début, il semble confiant, un peu trop même. Mais à mesure que les minutes passent, quelque chose change. La brume devient plus dense, si dense qu'on dirait qu'elle aspire la lumière de sa lampe. Ses pas deviennent plus hésitants. Il s'arrête plusieurs fois, scrutant l'obscurité autour de lui. On peut entendre le vent souffler, mais le silence dans la forêt est presque oppressant. Puis, soudain, un cri faible se fait entendre dans la distance. Un cri presque humain, mais déformé, comme un murmure dans le vent. Hugo fronce les sourcils et se tourne vers la source du bruit, mais la caméra reste fixée sur lui, son visage inquiet, scrutant l'obscurité. Il reprend à peine son souffle, mais son regard trahit une légère peur qui commence à s'emparer de lui. La brume semble se resserrer autour de lui, l'enveloppant peu à peu. La lumière de sa torche vacille,
et la caméra tremble. On distingue alors quelque chose au fond de l'image, une silhouette. D'abord floue, puis plus nette. Une forme qui marche lentement entre les arbres, ses mouvements inhumains et délibérés, comme si elle ne se pressait pas, mais qu'elle s'approchait inexorablement. La respiration de Hugo s'accélère. Il recule d'un pas, puis s'arrête, réalisant qu'il est coincé. Il souffle dans la caméra, agité, presque hors de lui. La silhouette s'approche encore, une forme sombre et indistincte, mais l'on peut discerner la silhouette d'un homme, ou ce qui semble être un homme, portant quelque chose sur l'épaule, peut-être une hache. La brume autour de lui devient rouge, comme si le paysage lui-même se baignait dans un éclair de lumière malsaine. À ce moment-là, une voix basse, presque imperceptible, s'élève au fond du téléphone. Une voix qui chuchote, claire dans la nuit silencieuse. Maintenant, tu es là, Lena. Le téléphone tremble, la lumière devient plus rouge, et le dernier son que l'on entend est un bruit lourd et sourd, comme un coup de hache frappant le bois. La vidéo coupe brusquement. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Aucun de nous n'a osé dire un mot. Le lendemain matin, nous sommes retournés à la forêt. Un groupe d'entre nous, moi inclus, n'arrivions toujours pas à croire ce que nous avions vu dans la vidéo. Peut-être que c'était un canular, un effet spécial mal maîtrisé. Mais quelque chose au fond de nous savait que ce n'était pas le cas. Une partie de moi ne voulait pas admettre que ce qui s'était passé la veille pouvait être réel. Les autorités avaient intensifié la recherche après la découverte du téléphone, mais elles n'avaient rien trouvé de plus. Hugo était toujours porté disparu. Aucun signe de lui, aucune trace dans la forêt, rien. Le silence était total, comme si la forêt avait avalé sa présence, comme si elle n'avait jamais existé. Alors que nous marchions à travers les sentiers, l'air était étrangement lourd, oppressant. La brume, bien que moins dense qu'auparavant, restait présente, enroulant chaque arbre, chaque buisson dans un voile mortel. C'est à ce moment-là que nous avons fait une découverte qui nous a glacé le sang. À côté d'un vieux chêne, une petite étendue de bois usés était éparpillée sur le sol, comme si quelque chose avait été brisé en morceaux. En nous approchant, nous avons vu que ces morceaux étaient des morceaux de bois, mais pas tout à fait. Chacun d'eux était couvert d'une écorce rugueuse, comme s'ils avaient été arrachés à des troncs vivants. Mais ce qui nous a fait suffoquer, c'est ce que nous avons trouvé incrusté dans l'écorce. Des ongles humains, des ongles noirs, longs et fissurés, enfoncés profondément dans la peau de l'arbre. Chaque morceau de bois semblait avoir été laissé là comme un signal, un avertissement. Les policiers qui nous accompagnaient ont immédiatement ordonné de ne rien toucher, mais ils étaient visiblement troublés. Personne ne savait quoi penser. La forêt semblait plus sombre, plus menaçante. Les morceaux de bois étaient bien trop précis pour être simplement le résultat de branches cassées ou d'arbres tombés naturellement. Ils avaient l'air travaillés, comme si quelqu'un, ou quelque chose, les avait utilisés à des fins qui échappaient à toute logique. Personne n'a jamais retrouvé Hugo. Mais depuis ce jour, la forêt semble encore plus étrange. Les anciens du village murmurent que la légende du bûcheron n'était que le début, que son esprit n'a jamais quitté le bois. Et chaque fois que la brume se lève à nouveau, on dit qu'on peut apercevoir deux silhouettes dans l'ombre, l'une coupant le bois et l'autre attendant dans la pénombre, prête à s'ajouter à la collection macabre.